Bonjour tout le monde. On n'a pas bien entendu bonjour tout le monde. Voilà, partons sur des bonnes bases. Ça va. Hein, non, super, merci beaucoup d'être avec nous pour cette petite heure, ce petit atelier. Je suis vraiment content qu'on ait cette séquence ensemble. On arrive sans prétention, on arrive sans vouloir vous dire comment il faut faire. On arrive plutôt aujourd'hui en face de vous pour vous dire les questions qu'on se pose, les réponses, pourquoi pas qu'on essaye de trouver, et on sera hyper preneur aussi de ce que vous pouvez nous raconter sur ces sujets. Sujet, voilà, qu'on a intitulé, il a fallu trouver un titre, il a fallu essayer de résumer toutes ces idées. Sincérité, transparence, inclusivité, assumons un rôle pour le tourisme. Donc on va parler d'éthique, on va parler des causes en particulier, et notamment du rôle des organisations autour de ces questions des causes. Et à mes côtés, pour donc participer à cet atelier, Aurélie Loub, tu es directrice du comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Auparavant, tu étais directrice de la communication de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est ça. Et tu vas nous exposer ta vision du rôle des organisations autour de ces causes, qui est un sujet qui te tient à cœur. Oui, tout à fait. En mode exploratoire, hein, effectivement, en toute humilité, effectivement, pour exposer un peu des visions et puis des débuts d'action de ce qu'on a pu mener, avec peut-être quelques exemples, effectivement, de mes fonctions précédentes. Et bonjour à tous d'abord, et je suis ravie d'être là, parce que je suis revenue dans le circuit du tourisme il y a un an et demi à peu près, et donc encore plus heureuse de participer ici à Pau, en Nouvelle-Aquitaine. Avec nous aussi aujourd'hui, Camille Rack. Bonjour Camille, rebonjour. Bonjour à tous. Camille, toi tu es responsable du digital chez Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, donc un autre CRT, une autre belle région. Tu as un passé professionnel dans le privé, tu es passé chez Accor, chez Decathlon en Asie, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Asie du Sud-Est, Singapour, Jakarta. Donc après 8 ans dans le privé, changement de vie, et me voilà donc à l'agence régionale, donc dans du semi-public, justement pour agir pour l'intérêt général. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur, ce dont on va parler aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce changement de carrière. Et donc tu es arrivé au CRT il y a 3-4 ans. Ça fait 3 ans aujourd'hui. 3 ans, principalement sur le projet Partir ici. C'est ça. Donc il y a 3 ans, en fait, le brief, c'était de développer un service qui allait incarner la vision du tourisme bienveillant. Et donc, c'est comme ça que Partir ici est né et que j'ai vu naître. Super, merci. Donc pendant une petite heure, on va parler effectivement de cette question des causes et du rôle que peuvent avoir les organisations sur ce sujet des causes. Est-ce qu'il s'agit d'être militant? Est-ce qu'on doit aller jusque-là? Est-ce qu'il faut être simple relais? Comment est-ce qu'on peut prendre part à tous ces sujets et à ces questions effectivement d'engagement, notamment en termes effectivement d'organisation? Alors pourquoi cet atelier? Ça paraît important de remettre un petit peu de contexte, parce que quand même ça fait des années, notamment en matière de promotion touristique, qu'on montre un peu le monde idéal, la destination idéale, notamment au travers de nos contenus, avec des photos où il fait beau, il fait grand beau, grand ciel bleu. On montre le plus beau spot de la destination à un moment où il n'y a personne, ce qui n'arrive à peu près jamais, hein, en règle générale. C'est un peu la vie rêvée d'Instagram. On a des figurants qui en général ont une petite trentaine, ils sont hétérosexuels, ils sont beaux, ils sont bien faits, et ça c'est un contenu finalement assez classique de promotion touristique qu'on retrouve assez classiquement depuis ces dernières années, et ça a participé à finalement construire une certaine image du tourisme, une certaine image du voyage, et peut-être qu'on a un petit travail de déconstruction à faire sur ce sujet. En tout cas, on va essayer de se poser quelques questions là-dessus. Donc, pourquoi est-ce que ça paraît aussi important de travailler là-dessus? Déjà parce qu'on vit une époque où notre société est clairement en mouvement. On l'a ressenti, je crois, cette année sur la programmation des ET, et j'en profite pour
remercier et féliciter Ludovic et toute l'organisation. Je suis impressionné, moi, vraiment, sincèrement, cette année, sur la densité du programme et notamment toutes ces questions des causes qui sont beaucoup revenues et c'est quand même assez symptomatique de voilà, ce qui est en train de se passer, l'évolution actuelle de notre société. On a beaucoup parlé des meufs, de voilà, l'égalité femmes-hommes, aussi du rôle des hommes sur ce sujet qui est absolument important. Et on a aussi une vraie attente de la part de nos clientèles, de la part de la société sur plus de visibilité des diversités culturelles, des diversités sexuelles, des diversités sociales et des diversités ethniques. Et donc ces sujets-là, obligatoirement, il s'agit de les prendre en compte. Et enfin, j'aimerais... notamment avec ma vision autour des réseaux sociaux, on vit une époque un peu particulière aussi, avec beaucoup de désinformation, en particulier sur les réseaux, avec des réseaux qui ne vont pas tout le temps dans le bon sens, quand on regarde en particulier ce qui se passe du côté de Twitter, devenu X. Sur cette problématique voilà, de porosité entre information, désinformation, difficile de déceler le vrai du faux. Mais je pense que plus que jamais, il y a un vrai besoin de transparence de la part des organisations pour être crédible. Et si on cherche à cacher les choses, si on n'est pas dans une certaine transparence sur la réalité notamment du terrain, des territoires, on risque de perdre la confiance. Et si on perd la confiance en tant qu'organisation, je pense que si les organisations perdent la confiance, c'est un peu le début de la fin, j'ai envie de dire. Donc voilà, d'où l'importance effectivement d'avoir ces sujets-là. J'ai voulu illustrer ce triangle de l'inaction, qui est plutôt appliqué en règle générale à l'inaction face au dérèglement climatique, mais qui, je trouve, on peut l'appliquer aussi à la question des causes dont on va parler aujourd'hui. Alors voilà, la conscience autour des enjeux climatiques, on la partage aujourd'hui assez largement, mais en tant qu'individu, on se dit, mais moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que je peux faire concrètement ? C'est ok, je vais essayer de réduire un peu mon bilan carbone, mais c'est pas ça qui change la face du monde. Donc moi, en tant qu'individu, je me dis, non, je pointe du doigt plutôt les entreprises. C'est aux entreprises, c'est aux organisations d'agir. Tant que Total n'agit pas, pourquoi moi j'agirais ? Et les entreprises, elles font quoi ? Ben non, mais non, c'est pas à nous d'agir, c'est à vous, État, c'est à vous, politique, d'agir. Et globalement, tout le monde se montre du doigt, personne ne bouge. C'est effectivement ce schéma de l'inaction climatique. Et je pense que sur le sujet des causes, on peut aussi véritablement l'appliquer, ce schéma-là. Et c'est de se dire que finalement, voilà, que ce soit à l'échelle des individus ou à l'échelle des organisations, bien évidemment à des échelles politiques aussi, on a ce besoin et cette possibilité d'agir. Voilà, donc c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous raconter en guise d'introduction et on va donc attaquer avec une première question que je voulais poser à Aurélie. Donc Aurélie, le CRT Nouvelle-Aquitaine, c'est une organisation militante ? Alors, tu parles beaucoup de causes, de militantisme, et en fait, moi, je parlerais plutôt de sujets, d'enjeux sociétaux, sociaux et environnementaux, parce qu'on va le voir, enfin, pour moi, tout est lié, et qui, du coup, les causes, ça appelle au militantisme, et ces enjeux-là, je trouve que ça appelle à notre responsabilité. Et en tant qu'organisme, comme toute structure, on a une responsabilité sociale et environnementale. On parle beaucoup de RSE, mais c'est fondamental d'accepter la responsabilité qu'on peut avoir. On est là pour mener une activité, en l'occurrence développer le tourisme, qui a un impact, qui a un fort pouvoir d'influence. Nos structures ont un pouvoir d'influence et je dirais même que, en grande partie, on est là pour ça, pour créer de l'influence. Et donc, c'est être conscient de cette responsabilité. Donc, pris dans le sens de... Il y a des enjeux sociétaux qu'on prend en compte et on est actif en exerçant notre responsabilité. Oui, je peux répondre, j'aurais pas dit militant, mais oui, on exerce notre responsabilité. Et je trouve que cette responsabilité, cet engagement, ils doivent être réfléchis, co-construits, posés et exprimés. Ça, c'est quand même relativement nouveau. On a tous maintenant, depuis quelques années, développé notre raison d'être, nos manifestes. Enfin, j'espère, je pense qu'on est tous dans cette dynamique-là. Il y a encore 5 ans, 10 ans, on n'était pas là-dedans. On avait nos missions, on avait notre objet social et on déroulait. Mais maintenant, c'est vraiment se dire qu'on a notre mission et qu'on a aussi cette responsabilité sociétale et environnementale. Donc pour le CRT, concrètement,
On est labellisé RSE depuis 2021. Alors c'est pas vieux 2021, mais il y a déjà 3-4 ans, c'était voilà, dans les OGD, c'était un peu nouveau. Donc c'était une vraie volonté. À l'issue de cette labellisation, donc c'est la labellisation de l'AFNOR, niveau engagé, niveau confirmé, pardon, on a défini le manifeste. Alors ça s'est fait avant que j'arrive, hein, mais je m'y associe pleinement, j'étais là, j'ai assisté à la fin, qui a été co-construit aussi avec les salariés, partagé avec les administrateurs. On est référent tourisme du réseau Résonance, qui est un réseau régional de développement de la RSE, toutes filières confondues. Et donc là, l'idée, c'est qu'on puisse, du coup, nous, avoir un rôle dans le développement de la RSE auprès du réseau et auprès de l'écosystème. Et dans la stratégie qu'on vient de finir, qui a été validée au printemps dernier par notre Assemblée générale, stratégie pluriannuelle 2023-2028, on a adopté un positionnement de catalyseur et animateur de la stratégie de tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine. C'est pas quelque chose de descendant, c'est pas quelque chose de dogmatique en aucun cas, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir créer une impulsion ou au contraire d'aller à l'appui de dynamiques qui puissent émerger du territoire ou de filières, etc. Donc ça, c'est un peu le cadre et d'inscrire dans notre ADN cette responsabilité et qui est marquée voilà, par le manifeste, par une labellisation, par l'intégration dans des réseaux, par notre positionnement. Et parce que ces enjeux, ces causes, elles sont, enfin, et surtout ce qui nous anime aujourd'hui. D'ailleurs, quand on a préparé, on a eu du mal à cerner. Sébastien nous disait, oui, mais là, c'est l'environnemental, on n'est plus sur le social, mais tout ça c'est imbriqué. Moi, je vois un peu trois champs là, de ce qu'on peut explorer. Il y a vraiment l'inclusion, l'accessibilité, sous toutes ses formes, qu'elles soient sociales, physiques, économiques, pour vraiment se mettre en capacité de pouvoir exercer le droit, l'égalité des droits de nos bénéficiaires, que ce soit les acteurs ou les visiteurs. Il y a la question que tu as évoquée sur les représentations, la transparence, la sincérité, l'authenticité. Et ça, c'est plutôt en réponse, je trouve, à la quête de sens, à des besoins profonds qu'on voit émerger, là encore, chez les visiteurs, sur le ressourcement, les retrouvailles, la rupture avec le quotidien, enfin les fameux 3R et cette notion-là. Donc là, on a aussi un rôle à jouer sur quelle est la proposition de valeur de nos territoires pour répondre à ces quêtes-là et à ces besoins-là. Et après, je trouve qu'il y a l'accompagnement de ces enjeux, parce que de la même façon qu'on est sur des transitions énergétiques, environnementales, on est dans des transitions, en fait. Et on va le voir, je pense, dans différents exemples, où il y a des choses où c'est clivant, en fait, parce que ça ne fait pas l'unanimité, on ne sait pas comment se positionner, des fois on trouve que c'est too much et qu'on en fait trop pour appuyer certaines choses. Et là encore, on a un rôle dans la prise de conscience, dans la sensibilisation, à la fois du côté des acteurs et à la fois du côté des visiteurs, voilà, là encore, que ce soit plutôt sur le côté social ou environnemental. Je ne sais plus si tu avais une slide. Non, il n'y avait pas de slide, c'est bon. Camille, pourquoi les organisations doivent aller sur ce terrain ? Donc c'est totalement notre responsabilité d'agir en fait en tant que CRT, enfin même en tant qu'organisation, en tant que OGD, on a le pouvoir, on a une force de frappe en fait considérable avec l'influence en tant que prescripteur. Et on se doit en fait en tant que collectivité d'embarquer nos partenaires avec nous. On a cette chance d'avoir tout ce collectif derrière le CRT notamment. Donc on peut ensemble faire beaucoup de choses, en fait, plus qu'on ne croit. Donc, on va vous présenter tous les exemples qu'on met en œuvre. Et donc, quand Sébastien m'a proposé cette conférence, je me suis dit, oulala, mais on n'a pas tant de choses à dire que ça, on n'est pas exemplaire, en fait. Mais il m'a dit, on fait quand même des choses. Donc, j'ai dit oui, certes. Et donc, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on ne peut pas être exemplaire, évidemment, on n'a pas cette prétention. Et c'est de s'auto-évaluer, de voir qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait cette année, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc, vraiment, cette démarche progressive. Et pour illustrer, donc, au CRT, donc en 2018, j'étais pas là, mais il y a eu ce manifeste pour un tourisme bienveillant. Donc, le tourisme bienveillant, c'est bien sûr les 3 piliers du tourisme durable, hein, l'environnemental, les bénéfices sociaux et l'économie. Donc là, c'est les bénéfices sociaux aujourd'hui qui nous intéressent. C'était la vision, ça permettait de donner le cap en fait, et ensuite il y a plusieurs projets qui ont vu le jour qui incarnaient cette vision. Donc Partir ici en est un, donc c'est un site en fait qui met en avant des activités qui répondent justement à ces critères de tourisme bienveillant.
J'y reviendrai plus tard. Donc là, on l'a sorti en 2021, donc ça va faire 2 ans. Et l'année prochaine, en fait, on part sur une refonte totale du site pour incarner davantage en fait, la promesse de tourisme bienveillant avec un site qui va répondre au référentiel RG2A, donc le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, c'est-à-dire en fait, rendre accessible, compréhensible tous les contenus pour les personnes atteintes de handicap. Tu t'es mis un peu de pression en notant un site exemplaire en termes de RG2A. Attention, ambitieux. Ambitieux. Il vaut mieux avoir un cap, même si on n'y arrive pas. Enfin, au moins, on se rapproche. Merci, Camille. On passe au levier d'action. Aurélie, quels sont les leviers d'action qui sont à ta disposition aujourd'hui ? Alors là encore, on a effectivement, comme Camille, je pense qu'on est un peu dans des schémas parallèles, c'est-à-dire que le cadre est posé, le manifeste, etc. Et on a essayé dans la stratégie d'injecter effectivement toutes ces dimensions-là. Et je pense qu'il faut arriver à agir, pas forcément à nous tout seuls, mais effectivement à l'échelle de CRT et surtout de grandes régions comme les nôtres, d'arriver à impulser des dynamiques et pour pouvoir agir sur toute la chaîne de valeur. Donc il y a la sensibilisation des professionnels. Alors, on a plutôt commencé par la partie un peu environnementale, où on travaille à l'accompagnement. En gros, on a 3 piliers au CRT, la partie plutôt vraiment l'ADN, l'activité historique du CRT autour de la promotion en France, à l'international, avec du coup, avec la nouvelle stratégie, une appétence particulière sur le tourisme régional. Une partie accompagnement des professionnels autour des filières et des destinations, et la partie observation. Donc sur la partie accompagnement des acteurs, là on agit par filière et autour des contrats de destination et des filières. Et dans les filières, on a des clubs filières autour du tourisme d'affaires, autour du vélo, autour de l'écotourisme, etc. Et on a fait pas mal d'ateliers autour de la sensibilisation des transitions environnementales. Comment accompagner la connaissance, les différents labels, comment faire un événement tourisme d'affaires durable, etc. Et là, on a inscrit dans notre plan d'action 2024 la partie plutôt inclusive et la sensibilisation des professionnels. Donc on a deux ateliers qui sont prévus dans 2 de nos clubs. L'un autour du club tourisme, culture et patrimoine, avec l'inclusion sociale et culturelle. On a fait il y a eu toute une enquête, c'est pas nous qui l'avons faite, c'est les Hauts-de-France qui ont accepté, et je remercie mes collègues de Hauts-de-France au passage de la partager avec nous, sur le frein en fait pour entrer dans un musée ou dans un site culturel. Je vais m'ennuyer, je ne connais pas, je ne vais pas comprendre. Voilà, c'est un vrai frein social en fait. De travailler sur cette problématique-là, arriver à lever les freins en fait pour avoir plus d'inclusivité sociale dans l'offre culturelle. Et le deuxième atelier, c'est sur les sports, sur l'inclusion des publics empêchés. Là, on est plutôt sur les personnes en situation de handicap. On travaille à travers ce club autour des GESI, des grands événements sportifs internationaux avec la Coupe du Monde. Je veux dire que c'est fini, parce que d'un point de vue bordelais, c'est fini, mais en vrai, c'est pas fini. La France n'a pas encore gagné. La France n'a pas encore gagné, voilà. Mais les 5 matchs de Bordeaux sont finis, donc on a été pas mal impliqués là-dessus. Et évidemment, sur les JOP l'année prochaine. Donc on profite de ça pour aborder ce type de sujet. Et ça, c'est quand même nouveau. Il y a 2 ans, on aurait parlé comment on peut toucher plus de clientèle, comment on peut faire venir plus de publics internationaux sur ces grands événements. Alors on le fait aussi. Ouais, mais voilà, et donc là on voit bien que ça commence à infuser vraiment dans une dimension opérationnelle dans notre stratégie. Donc ça c'est sur sensibilisation des pros. Il y a tout un volet sur l'identification de l'offre. Ça c'est un peu un travail de fourmi qui n'est pas le plus sexy à faire. On a un socle qu'on a au cœur de notre étude de tourisme durable. On a fait en 2021, concomitant avec la certification, la labellisation RSE, une grande étude sur le tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine, tant du point de vue l'offre que du point de vue la perception des clientèles françaises et de 3 nationalités. Et donc on a un cœur d'offre de 1119 acteurs touristiques qui sont engagés au titre environnemental, mais aussi social. Et là on est en train de compléter en fait cette offre-là dans notre système d'information touristique pour essayer de qualifier l'offre dans une perspective de survalorisation. C'est-à-dire que là encore, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous s'approprier, c'est sortir de la neutralité pour accepter, sur la base de critères, mais accepter de survaloriser de l'offre qui est engagée,
puisque dans l'étude, ce qui était dit, c'est que, alors, je dérive un tout petit peu du sujet social, mais il y a près d'un quart des enquêtés, des répondants, qui ont dit moi je suis plutôt sensible, etc. Mais il y a un manque de lisibilité. Je ne sais pas où trouver l'offre, je ne sais pas ce que c'est qu'une offre durable, etc. Et donc de pouvoir qualifier à des fins de valorisation, voire de survalorisation de cette offre-là. Donc sensibilisation des pros, identification de l'offre, création d'offres accessibles. Là, on a un rôle sur le marketing de l'offre, en fait, de pouvoir mettre sur le marché, que ce soit commercialisé ou purement inspirationnel, de l'offre. Typiquement, nous, on a un super produit, c'est Terra Ventura. Je pense que les néo-aquitains connaissent, mais rapidement, c'est une formidable chasse au trésor qui est née dans le Limousin, qui a été étendue à toute la Nouvelle-Aquitaine après la fusion des régions. Donc c'est une appli, c'est entièrement gratuit. Et sur le territoire, on a 500 parcours physiques, avec à pédestre ou à vélo, avec ce principe de géocaching, avec une cache et un poise à la fin, voilà, qu'on collectionne, etc. Et ça, donc c'est un produit gratuit. Il y a 600 parcours en Nouvelle-Aquitaine. On a 3 millions de joueurs. On a eu 3 millions de joueurs l'année dernière, pas 3 millions uniques, mais tout cumulé. 110 000 équipes, enfin bon, c'est vraiment un succès. Et ça, c'est un outil hyper inclusif parce que on a effectivement, on a toute la traçabilité, on fait des enquêtes et on voit que sont surreprésentés les CSP moyens, moins. Donc c'est gratuit et ceux qui jouent, c'est des familles plutôt modestes et qui trouvent là un outil pour passer du temps avec leurs enfants, pour les sortir de leurs écrans. Ce que je vous dis là, c'est du vécu, parce qu'on a rencontré beaucoup de terra-aventuriers, pour aller découvrir du patrimoine avec une médiation ludique et qui soit en dehors de la médiation culturelle traditionnelle. Donc on a développé cet outil-là qui permet une inclusion plutôt sociale. Et on a essayé de travailler aussi sur le volet inclusion des publics empêchés. Et c'est là où on s'est vu limité. On a essayé de faire labelliser des parcours tourisme et handicap. Et en fait, labelliser l'appli, c'était pas trop un souci, parce qu'on arrive facilement, du coup, à avoir des contenus adaptés sur le web, etc. Par contre, on s'est trouvé confronté au manque d'aménagement de l'espace public. Évidemment, on ne maîtrise pas, nous, on fait avec l'espace public qui est disponible. Mais on n'a pas renoncé, parce que ça, on a vu les freins, on ne pouvait pas. Et donc, il y a 2 projets. Là, c'est de travailler avec des IME pour aller sur le terrain, pouvoir tester les parcours et offrir la possibilité à ceux qui l'ont fait, pour ce public-là, de s'échanger des commentaires pour qu'ils puissent, entre professionnels de l'accompagnement des jeunes handicapés, pouvoir du coup partager leurs commentaires et pouvoir du coup rendre accessible, non pas physiquement, parce que là on ne pourra pas agir sur l'espace public, mais rendre accessible ce produit. Et un projet un peu similaire avec des malvoyants. Donc voilà, ça aussi pour dire que c'est la stratégie des petits pas, être labellisé, des parcours, etc. Voilà, c'était impossible en fait par rapport à qui on était. Par contre, il y a quand même des choses qui peuvent élargir et permettre l'accessibilité à une offre comme ça, qui est hyper intéressante, à d'autres publics avec peut-être des choses moins ambitieuses, mais qui permettent de répondre à ces objectifs-là. On a les séjours bas carbone, qui sont, comme son nom l'indique, plutôt avec un objectif d'impact réduit en termes d'émissions de GES, mais qui inclut dans le référentiel des critères sociaux en termes d'acceptation de chèques vacances, par exemple, sur la politique sociale propre aux entreprises qui sont inclus dans les séjours, etc. La survalorisation, j'en ai parlé. Ça dépasse les CRT, mais les gammes tarifaires TER. Là, c'est plutôt dans mes fonctions précédentes. Il y a eu toute une révision de la gamme tarifaire avec des gammes escapades, des tarifs pour les jeunes, pour les moins jeunes. Et donc là aussi, il y a un travail qui est fait pour... je parle bien du TER et pas du TGV, parce que là, on n'est pas sur les mêmes politiques, tarifaires. Et on a un énorme enjeu, et là aussi, c'est un enjeu collectif, je trouve, sur la visibilité de l'offre tourisme et handicap. Il y a un super boulot de terrain qui est fait pour labelliser. Et après, je trouve que ça se perd. Donc là, il y a des choses à faire. Nous, on va les inclure du coup dans les séjours bas carbone, mais de survaloriser, de les inclure, leur donner de la survalorisation pour permettre de les avancer. Sujet
d'autant plus important, notamment sur amener l'information aux personnes en situation de handicap. Il faut s'imaginer, je ne sais pas si vous êtes déjà un peu imaginé, une personne qui est en fauteuil roulant, qui veut simplement aller au restaurant, le stress que ça peut représenter pour elle de se dire est-ce que je vais pouvoir accéder ne serait-ce qu'au restaurant, et amener l'information est essentiel, et c'est vraiment une clé absolument indispensable. Camille, de ton côté ? Quels sont les leviers alors du côté de Verdun? Il y a vraiment 2 leviers principaux. Donc le premier, en fait, on va dire, c'est niveau B2B, de notre capacité à insuffler au niveau des territoires, des ADT, des OT, etc., des acteurs même. Et en second, il y a aussi également le levier par rapport au grand public. Donc là, notre force de prescription. Donc pour commencer, au niveau des territoires... Attends, je veux bien les zapper. Pardon. Ouais, merci. Alors, les éclaireurs. Donc en fait, les éclaireurs, c'est certes au niveau des B2B, mais aussi B2C finalement. Donc les éclaireurs, en fait, ce sont une communauté d'habitants. Donc il y en a 90, un peu plus même. Donc c'est en lien avec Partir Ici. Les éclaireurs Partir Ici, ce sont des habitants engagés, donc des micro-influenceurs, donc qui rédigent du contenu sur leur propre blog ou directement sur Partir Ici. Et en fait, sur Partir Ici, on va venir agréger tous ces contenus. Donc les éclaireurs, on n'est pas dans une logique de top influenceurs, vous l'avez compris. Donc comme dit Sébastien, des mannequins, etc. Et on se rend compte, en fait, sans le vouloir, que nos éclaireurs, ils sont vraiment plutôt représentatifs de la société. Donc on a plusieurs profils et ça permet en fait d'exprimer une diversité des regards sur la région. Donc par exemple, vous avez Axel, donc Axel sans limite, qui est en fauteuil roulant. Il y a les Auvergnates en vadrouille, un couple de femmes, et puis vous avez tous les âges. Il y a Gérard Charbonnel de l'Allier qui a une 50aine d'années. Donc voilà, il y a vraiment tous les profils. Et en fait, ces éclaireurs, on a 2 actions avec eux. Donc à venir, donc on les forme en fait, donc on les aide à rédiger du contenu encore mieux référencé, on les sensibilise sur les géco-gestes. Donc en fait, on les anime pour qu'ensuite, auprès de leur communauté, ils puissent diffuser aussi ces bons messages. L'autre action qu'on mène avec eux, c'est nouveau également. Donc c'est un annuaire qu'on va proposer à tous les ADT, à tous les OT ou aux acteurs du tourisme en fait. Donc cet annuaire, il va recenser les 20 éclaireurs les plus impliqués pour ensuite qu'ils fassent appel à eux. En fait, on fait juste de la mise en relation, mais encore une fois, ça va permettre de démultiplier les messages en se basant sur des gens qui partagent nos convictions, parce que bien sûr, on ne devient pas éclaireur qui veut, il faut qu'il y ait plein de critères par rapport aux valeurs. Et ensuite, ces personnes-là, elles vont pouvoir collaborer ensemble et diffuser des messages bienveillants. Donc ça, c'est un premier exemple. Ensuite, donc, pour aller plus dans le détail sur Partir Ici, donc sur Partir Ici, les offres qui remontent, en fait, donc là, maintenant, 2 ans après, il y en a presque 5000. Après, on n'est pas dans un objectif de quantité, c'est vraiment la qualité qui prime. Et donc, on a établi avec l'ATES, donc Association du tourisme équitable et solidaire, un référentiel sur les 3 piliers, donc social, économique et environnemental. Et là, donc, je vous ai mis à l'écran un exemple de question. Et donc, c'est sur l'accessibilité. Donc, aussi bien pour les personnes en situation de handicap ou les personnes à faible revenu, revenus modérés, etc. Donc, toutes les actions qu'ils mettent en place. Et donc, ça, c'est 45 questions. Tous les professionnels doivent y répondre s'ils veulent arriver sur le site. Donc vous imaginez derrière, pour avoir 5000 offres, le boulot de terrain qu'il a fallu faire pour leur dire de faire ça en fait. Donc les offices de tourisme ont joué un rôle essentiel, un rôle clé pour les sensibiliser à tout ça. Mais voilà, on les embarque dans la démarche petit à petit. Certes, c'est pas un label, on va pas aller vérifier les réponses, etc. C'est déclaratif. Mais voilà, c'est une première étape. On se dit peut-être dans 5 ans, ça sera le moment d'aller plus loin. Voilà. Mais c'est une première pierre à l'édifice. Ensuite, dans nos reportages photos, ça peut paraître évident, mais en fait, on ne l'a pas fait avant. Donc, on se dit qu'il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus exigeant dans le cahier des charges. Donc, on a commencé à le mettre en œuvre dès 2023. Donc, intégrer la mixité tout simplement dans les reportages photos. Donc là, voilà un exemple pour le spot Partir Ici pour un week-end entre amis. Ensuite, les accueils d'influenceurs en situation de handicap. Donc, c'est une action que l'ART mène, l'Agence régionale de tourisme mène depuis 5 ans.
Donc je vous ai mis plusieurs exemples. Donc le premier, c'est la vidéo Un vélo étonnant, là que vous voyez. C'est les aides, en fait. Donc c'est une famille. Les parents, c'est Max et Clem. Et en fait, Clem, elle est atteinte d'un handicap invisible. Donc elle a l'endométriose, en fait. Donc un sujet dont on a parlé hier, dont Amandine, pardon, a parlé hier lors du 15 minutes chrono. Donc ça fait écho. Donc Clem, en fait, c'est un handicap invisible et on les a invités en fait pour tester un vélo Bénure sur la Via Rona. Et ils en ont profité en fait pour expliquer à la communauté en fait tous ces handicaps, parce qu'en fait ils en avaient jamais parlé avant, et donc ils se sont saisis de cette opportunité pour dévoiler cet handicap, expliquer tout ce que ça impliquait, parce qu'elle a subi de nombreuses interventions chirurgicales qui font qu'elle ne peut pas pratiquer un sport comme tout le monde. Il y a également Roro le Costaud ou Will Ward, que vous connaissez peut-être, qui a été Roro le Costaud est tétraplégique et Will Ward, c'est une victime du Bataclan qui est aussi tétraplégique maintenant. Et donc en fait, c'est la meilleure façon pour toucher ce public, c'est de faire appel à des influenceurs malheureusement handicapés aussi. Et ils ont un fort pouvoir de prescription du coup. Et le rédactionnel est essentiel. En fait, on ne se contente pas juste à des posts Facebook, une vidéo, ça va plus loin. Et là, c'est doublement vertueux parce que les accueils, bien sûr, on les organise avec les territoires. Et donc, les territoires, ça permet aussi de mettre en lumière tous les territoires qui ont des installations spécifiques pour ce type de public. Et donc, ils sont aussi très contents parce que seuls, ils n'auraient pas la capacité d'organiser un tel accueil. Et donc, en mutualisant nos forces, on arrive à faire un truc vraiment très efficace et vertueux. Et donc là, je vous ai mis l'exemple de la Haute-Loire qui a repartagé tous les contenus de l'influenceur Andy Lol. Voilà. Et à chaque fois, on accueille des familles, en fait, parce que ces personnes, évidemment, on n'est pas sur des solo travelers. Donc, c'est un couple, un frère et une sœur, un père et une fille, etc. Autre dispositif, ça c'était des captures en début d'année. Donc c'est dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec l'Agence nationale des chèques vacances, la NCV, et Essentiem, le fonds de dotation. Et donc nous, là, en tant qu'ART, notre rôle, c'est de financer et de gérer toute la publicité autour de ce dispositif. Donc ce dispositif, qu'est-ce que c'est ? C'est de permettre à des jeunes entre 15 et 25 ans, si je dis pas, 18 et 25 ans, pardon, de partir à la montagne à partir de 1 euro. Et donc nous on va s'occuper de la pub. Donc là on avait un budget de 5 000 € à la fois sur TikTok et sur Instagram. Et donc ça permet de montrer que la montagne elle est pas élitiste, elle est accessible à tous. Donc il faut remplir des critères, etc. En termes d'éligibilité. Et là cette opération ça a été un succès puisqu'il y a eu quasiment 10 000 jeunes qui sont partis grâce à ce dispositif. Dont on est partenaire, hein, donc on n'a pas tout fait non plus, hein, juste la com. Donc encore une fois, on capitalise sur notre puissance de prescription. Donc là, 2 exemples, c'est par rapport aux éco-gestes, donc on est plus sur la thématique environnementale, mais à droite également un post pour sensibiliser en mettant en avant des fermes accessibles. Donc là, vous voyez à chaque fois, le reach qu'on a, c'est quasiment à chaque fois 500 000 personnes qui sont touchées. Super, merci. Je vais aller très vite là-dessus parce que le temps file et on a encore pas mal de choses à raconter, mine de rien. Non, c'est simplement cette idée, effectivement, d'enclencher un cercle vertueux sur le sujet. C'est de se dire que mettre ces causes, mettre ces sujets-là sur la table, utiliser votre force de frappe dans votre influence, on peut le dire, avec votre communication. Pour ces causes-là, ça permet de les faire avancer. Ça permet aussi de toucher peut-être des clientèles que vous n'arrivez pas à toucher si vous n'allez pas non plus sur ces sujets-là. Donc ça peut être aussi intéressant d'un point de vue marketing. Je pense qu'il ne faut pas non plus l'oublier. Et bien évidemment, ça a une certaine influence sur l'offre et donc bien évidemment sur la demande. Donc, cette idée d'un IT for good. Retravailler l'imaginaire du voyage, construire un nouveau récit de destination, c'est quelque chose qui est important pour toi, Aurélie. Oui, c'est fondamental. Alors, d'une part, pour tous les enjeux qui nous rassemblent ici aujourd'hui, mais aussi quand on est la Nouvelle-Aquitaine, une nouvelle région qui n'existait pas il y a 6 ans, avec un nom qui n'évoque rien à personne. Il n'y a pas d'imaginaire derrière la Nouvelle-Aquitaine, un
un peu derrière Aquitaine, encore que. Donc c'était indispensable pour nous de travailler là-dessus, sur l'imaginaire. Voilà, il y a un imaginaire qui a été construit par l'industrie du tourisme, et notamment l'industrie aérienne depuis des décennies, sur faut partir loin, il faut partir au soleil, il faut montrer pour avoir réussi ses vacances, pour avoir un peu le parallèle avec la Rolex. Hein, si t'as pas ta Rolex à 50 ans, t'as loupé ta vie. Si t'es pas parti loin et au soleil en Thaïlande et autres, t'as pas réussi tes vacances. Donc il y a de la déconstruction à faire là-dessus, mais c'est pas si simple. Alors, il y a cette double problématique. En fait, nous, vu qui on est, je pense que c'est un peu la même problématique sur Rhône-Alpes. C'est pas la Bretagne, c'est pas la Corse. Voilà, c'est pas une destination région. C'est une destination plurielle avec, enfin, une fois de plus, nouvelle, etc. Et on fait face à des choses qui sont extrêmement ancrées. Sur justement cet imaginaire, etc. Donc on a, comme je disais tout à l'heure, reconstruit la stratégie. Dans la stratégie, il y a le fait de construire un nouveau récit. On a travaillé notre cahier des charges, etc., etc. Donc là, on va commencer à attaquer le sujet. Sauf qu'il se trouve que l'année dernière, on a eu une campagne télé à produire, un peu voilà, avec des financements européens. Donc il fallait que ce soit fait l'année dernière avant que la stratégie soit faite. Donc on s'est posé les questions, qu'est-ce qu'on raconte? Si on commence à dire la Nouvelle-Aquitaine, c'est le Pays Basque, Bordeaux, le Limousin, etc., on est mort en 30 secondes, ça ne marchera pas. Ça ne voudra rien dire. Donc on a plutôt été sur quelle est la proposition de valeur, qu'est-ce qu'on a apporté, plutôt sur un registre émotionnel, en mettant en scène les visiteurs dans leur diversité, dans leur mixité. Donc je ne sais pas si on peut diffuser. Oui, alors il y avait le avant-après. Je te propose qu'on zappe le avant et qu'on passe tout de suite sur le si le tu spot. veux. Donc le avant, c'est une vidéo très consensuelle, image drone, avec justement toutes les situations, équilibre territorial, etc. Et le après, je vous laisse Donc, découvrir. je ne sais pas si vous pouvez lancer la vidéo. S'il vous Ça, plaît. c'est la longue, C'est entre guillemets, qui fait une 30 ou une 45. Comment je la lance du coup? Non. Faut que je clique dessus peut-être? Non. Ok, merci Ludo. Donc, du coup, voilà, les questions qu'on s'est posées, c'est comment on l'aborde. Je passe. C'est quelque chose de C'est pas ça. fort. Les gens Ça c'est le pré-roll YouTube. Alors on l'a pas à l'écran. La régie, s'il vous plaît, on n'a pas là. C'est Ludo. Je peux vous raconter ce qui se passe, mais ça va être beaucoup moins long. Ouais, alors désolé. Moi, ça s'ouvre du coup dans le navigateur et le navigateur il passe pas à l'écran. Ok. Bon, les joies du direct. Juste si je peux meubler, pour finir sur les leviers tout à l'heure, on n'en a pas trop parlé, mais le levier interne. De faire tout, enfin, Camille a montré à quel point Aura était précurseur, et même si c'est effectivement loin d'être parfait, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais il faut vraiment donner du sens en interne. Et nous, on a fait des ateliers sur le tourisme durable en interne, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu la direction et la personne chez nous, Amandine, qui est responsable du tourisme durable, et certains ont fait des ateliers inclusifs avec personnes malvoyantes, etc., dans leur séminaire de pôle. Donc c'est indispensable d'emmener l'équipe comme ça dans ces appréhensions des sujets quand on change de culture d'entreprise et quand on va dans un esprit de structure à mission. Toujours pas. Hein. C'est bon. Ok. Tu peux remettre au début, s'il te plaît? Non? Ok.
Applaudissez, applaudissez, ça me fera plaisir. Merci. Donc ça, c'est... donc vous voyez, on a essayé de mettre de l'émotion, de mettre un couple de femmes, un papa tout seul avec sa petite fille, voilà, de la diversité. Et en fait, ce spot, il a été extrêmement clivant. On a eu des retours en disant « mais c'est génial, j'avais les larmes aux yeux ». Il y a vachement d'émotions, il y a des choses qui passent, et d'autres qui nous disent mais c'est quoi ce truc, ça fait pas envie du tout, il fait pas beau, les gens sont pas, ils sont habillés comme en hiver, et y compris de nos administrateurs en fait. Donc et pour le public, dans les post-tests qu'on a fait, il a été bien perçu. On a un problème de rattachement, par exemple, par contre à la destination. On voit Nouvelle-Aquitaine arriver qu'à la fin, etc. Donc c'est quelque chose à travailler. Mais c'est pour montrer, moi je trouve que ça illustre bien la difficulté, justement face aux imaginaires qui sont très ancrés, entre ces notions de diversité, de sobriété, de durabilité qu'on veut véhiculer, et en même temps le fait qu'on est là pour vendre du rêve, pour donner envie et pour créer l'effet waouh. Et que je trouve qu'on est encore à la croisée des chemins en fait pour réussir tous ces objectifs-là. Et que c'est un exercice qui est assez difficile en fait. Et là, le sujet n'est pas du tout l'inclusivité, hein, mais on a voulu. Moi, j'ai tenu à ce qu'il y ait voilà, un papa avec sa petite fille, parce qu'il y a un quart des familles en France qui sont monoparentales. Un quart. C'est énorme. Et on représente toujours le papa, la maman et les deux enfants. Sur Terra Ventura, là, sur le dernier shooting photo, on a dit c'est place systématiquement ça. Et on peut montrer des photos où il y a un parent seul avec des enfants, et voilà, de montrer une réalité, enfin, j'ai une réalité différente, non, montrer la réalité, juste montrer la réalité. Donc, mais c'est ancré, y compris chez nous, donc on doit même se faire violence en fait pour aller là-dessus. Voilà, pour moi cet exemple, c'est vraiment le limite entre l'effet waouh, la séduction, les clichés qu'on a nous-mêmes liés à la séduction, et ce qu'on veut véhiculer dans un message de transparence et de sincérité. En parlant d'inclusivité dans un cours que je donnais en master en début d'année, je leur ai présenté le spot, et à la fin du spot, ils n'avaient pas du tout relevé tous ces éléments-là, et pour eux, ils étaient en fait normaux. Et j'ai trouvé ça assez rassurant en fait, de me dire là, c'est cool, on a une génération qui arrive où en fait, non, mais c'est juste normal quoi. Oui, tout à fait. Il y a eu ça, effectivement. Ah bon, c'est un couple de femmes, on ne sait pas trop d'ailleurs, hein, c'est des copines, mais peu importe, c'est pas le... Mais en fait, les retours négatifs qu'on a eus, ils n'étaient pas dérangés par le fait que ce ne soit pas la famille type, parce que ce ne soit pas un couple hétérosexuel, etc. C'était juste, le ciel n'est pas bleu, ils sont habillés, ça fait pas envie, ils ne sont pas en maillot de bain, t-shirt, alors qu'on a les vacances sont synonymes de vacances. C'était plus ça, c'était cet aspect-là ancré. Après, le lac de Busse-Artigue, même sous la pluie, c'est magnifique. De toute façon. C'est magnifique. Tu voulais nous dire 2 mots sur tes choses? Oui, très rapide si possible. Non, mais hyper rapide, parce que je pense que Camille a bien exploré le sujet. Ça, c'est l'exemple de Bourgogne-Franche-Comté, sur un site dédié aux habitants, pareil, avec des critères, et sur déconstruire les imaginaires, où là encore, chez vous, c'est génial, et ça fonctionne très bien. Ils sont en train de construire des offres d'automne. Enfin, c'est vraiment la même logique, donc je m'appesantis pas dessus, mais... on voit que ça émerge beaucoup. Et le Covid, ouais. C'est un dispositif qui a émergé dans le Covid avec une commande politique de travailler l'habitant. Et du coup, c'est resté ancré. C'est ça qui est bien. Camille, du coup, partir ici, pardon. Oui, donc pour partir ici, c'est vrai que c'est un peu... C'est bon, je pense. Oui, pour partir ici, c'est un peu dans la même veine que ce que sortait chez vous de Bourgogne-Franche-Comté. Après, partir ici, ce qui est vraiment différent, en fait, c'est tout le côté collaboratif. C'est ce qu'on ne voit pas, ce dont j'ai parlé un peu en intro, où on va embarquer les partenaires, etc., toute cette démarche collaborative. Et donc là, vous vous rappelez du questionnaire dont j'ai parlé. Et donc sur chaque offre qu'on met en avant, il y a les 3 petits cœurs, donc sur les 3 axes. Donc vous voyez le score bénéfices sociaux. Là, c'est pas vraiment expliqué, donc c'est là où on peut s'améliorer pour le prochain site. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, pour vraiment que le visiteur comprenne les offres qu'on met en avant. Et en fait, avec Partir ici, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant des lieux, entre guillemets, sous-cotés, donc pour
permettre aux habitants de se dépayser tout en restant chez eux. Donc là, par exemple, sur la page Auvergne, on mettait en avant tous les plus beaux villages de Haute-Loire, et donc ça a fait un carton. On a eu quasiment 13 000 visites rien qu'avec ce post sur le site, sur l'article en question sur partirécit.fr. Donc voilà, notre objectif, c'est pas de mettre en avant Chamonix, c'est pas mettre en avant Annecy, mais vraiment trouver des lieux pépites dans le Beaujolais, près des grands bassins urbains, en fait, pour permettre aux habitants de porter un nouveau regard sur leur région. Et d'encourager aussi les flux entre l'Auvergne et le Rhône-Alpes, les deux anciennes régions, parce qu'en fait, on se rend compte que les gens, ils pensent connaître, mais ils connaissent pas, en fait. On est dans, pardon. Ouais, Juste, on est dans exactement les mêmes objectifs avec les séjours bas carbone, d'irrigation des flux, de découverte des pépites hors des sentiers battus. Voilà. Après, c'est une approche marketing un peu différente, c'est marketé différemment, mais en termes d'objectifs et d'ambition, je pense que ça se rejoint. Ça se rejoint et aussi en plus, on souhaite mettre en avant tout le tourisme de savoir-faire. Donc on a une convention depuis l'année dernière avec Entreprises et Découvertes, donc avec une démarche de qualification de cette offre touristique, par exemple une visite de EDF, etc. Et donc ça fait partie aussi pour retravailler l'imaginaire du voyage. On a également fait un partenariat avec Dr Good qu'on a cofinancé avec chacun des territoires. Et donc là, vous le voyez, pour la promotion du VTT et des bienfaits sur la santé de ce sport en plein air, on a choisi les Monts du Forez. Et donc, on n'a pas choisi les Alpes. Donc, encore une fois, on met en avant de nouveaux lieux qui ne sont pas connus pour ça du tout. Et en fait, il se trouve que quand cette vidéo elle est sortie, tous les loueurs de VTT ont été pris d'assaut, en fait. Donc, ça a bien fonctionné. 2 mots rapidement sur la communication touristique responsable. Bon, c'est juste redire, c'est des questions de forme, de fond. Les deux sont extrêmement importants. Les questions de forme, notamment d'un point de vue de l'accessibilité, accessibilité numérique. Hein, on pense effectivement aux personnes qui sont non-voyantes, malvoyantes, malentendantes. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre en place. À part effectivement du site et de ce souhait d'être exemplaire d'un point de vue RG2A. Voilà, c'est des choses qui sont extrêmement importantes à prendre en compte. Donc ça, c'est vraiment ces questions de forme. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, effectivement, la question du fond, de ce qu'on raconte, du message qu'on véhicule. C'est tout ce qu'on est en train d'évoquer depuis le début. Aussi, ces questions des nouveaux récits. Et finalement, de se dire, voilà, cette force de frappe de la communication touristique au service des causes. Si tu peux, ouais, juste... Ouais. Alors, est-ce que finalement, en allant sur ces sujets de survalorisation, on risque pas de tomber dans le social washing? Est-ce qu'on risque pas d'avoir un retour de bâton, Aurélie? Alors aussi, il faut qu'on fasse attention. Moi, il y a un sujet sur lequel je suis vigilante, c'est la rencontre avec l'habitant. Le mythe de la rencontre avec l'habitant, où on essaye, beaucoup des destinations essayent de mettre ça en avant. Et finalement, est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce qu'elle existe, cette rencontre, quoi. Est-ce que c'est pas surjoué? Donc voilà, pour moi, c'est un point d'attention. Et on voit aussi il y a aussi l'effet... sur le spot, par exemple, ou dans les éléments de langage qu'on a, quand on utilise le terme inclusif, moi j'ai eu des retours en disant « Oh non, mais inclusif, ça va, ça suffit, c'est l'effet Benetton, on en fait trop ». C'est la peur. C'est la peur de trop en faire. C'est pas sur le fond, il n'y a pas de problème sur le fond. C'est comment on se positionne en fait. Et à trop dire qu'on veut être inclusif, est-ce que finalement, effectivement, ça peut pas avoir de retour de bâton qu'on puisse nous reprocher de le faire uniquement à des fins marketing. Donc il y a un peu deux approches par rapport à ça. Soit on se dit ça va être perçu comme du social washing et puis du coup on se retire. Soit on se dit on assume. Là, pour le coup, on a un peu un rôle militant. Et puis, ça s'ancre et ça s'entérine dans les esprits. Le fait que non, c'est normal. C'est normal de dire c'est inclusif, c'est normal de montrer la mixité. Et on n'a pas peur qu'on nous dise « Ah oui, mais vous faites ça pour cocher la case ». Et voilà, on est dans ces injonctions un peu paradoxales. Nous, dans nos instances de décision, ça va avec le spot. En fait, c'est pareil. On a eu ça, quoi. Bon, arrêtez un peu, voilà, vous en faites trop, c'est surjoué, quoi. Et moi, je suis plutôt partisane on accepte même parfois de forcer un petit peu le trait,
pour éveiller un peu les consciences. Là, peut-être un exemple de mes fonctions précédentes. Je travaillais donc sur la communication du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, donc tout champ d'intervention et de compétences confondues. Et quand on était dans l'industrie ou dans l'agriculture, dès qu'on voulait illustrer, c'était la brochette d'hommes blancs de plus de 50 ans à peu près, quoi. Et moi je disais à mes équipes, mais c'est pas possible, on peut pas mettre dans le journal qui est diffusé à 2,7 millions d'exemplaires cette représentation-là de l'économie, quoi. Et bien, il me dit, oui Aurélie, mais c'est la vérité, c'était eux qui étaient là, c'est eux qui ont été récompensés, ou c'était eux qui sont dans le conseil d'administration, etc. Mais on se débrouille, on va chercher la directrice marketing, tant pis, mais on force un peu la réalité, parce que sinon, on est en boucle, en fait. C'est la réalité, donc on représente la réalité, donc ça s'ancre dans les imaginaires, et on n'en sort pas. Donc à un moment, oui, de pouvoir... je déborde peut-être un peu de la question, mais... Camille, ton regard là-dessus? Donc l'exemple que j'ai choisi, en fait, c'est avant-après. Donc avant, sur notre page Facebook, quand on faisait un post sur le handicap, on mettait vraiment en avant tourisme et handicap, comme si ça s'adressait qu'aux personnes en situation de handicap. Et depuis peu, on a changé notre fusil d'épaule, et en fait, on parle à tout le monde, et les personnes en situation de handicap sont vraiment intégrées au poste. Donc là, c'est un exemple, je pense qu'on peut encore faire mieux, mais voilà, on essaye en fait d'intégrer ça, que ce ne soit pas une action isolée du reste. Sur les accueils d'influenceurs, tout à l'heure, dont j'ai parlé en situation de handicap, ils ne sont pas gérés par mon équipe encore, alors que c'est l'équipe digitale. Certes, on donne des conseils du point de vue digital, mais c'est encore vraiment décorrélé. Et donc l'idée, ça serait qu'à terme aussi, on puisse travailler encore plus davantage sur tous les accueils d'influenceurs qu'on fait, que ce soit encore intégré, etc. Donc on a encore une marge de progrès là-dessus. Juste une petite anecdote pour rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est pas de la communication pour les personnes en situation de handicap. Sur Terra Ventura, quand on a commencé à travailler avec des associations de personnes, de publics empêchés, moi ça m'étonnait quand je l'ai appris. Ils voulaient un badge, un handipoise, quoi. Et on a dit non. Ils auront les mêmes poids, les mêmes badges que tout le monde. Mais c'est drôle parce que même les associations de défense qui sont impliquées sont dans une espèce de stigmatisation, en fait. Et pour nous, c'est évident, c'est la même logique que ce que vient de dire Camille. C'est le même jeu, c'est la même communication qui est pour tous les publics, juste adaptée pour que les publics empêchés puissent en bénéficier. Deux mots, là encore très rapide sur deux approches. Donc, je pense que pour effectivement éviter d'être taxé effectivement de social washing, il y a deux, je pense, prérequis. C'est un engagement sincère. Il y a un moment, il faut que ce que vous racontez dans votre communication, ça corresponde aussi à une réalité de terrain, parce que sinon, c'est là où effectivement on passe dans cette partie de washing. C'est cette notion aussi, je pense, de transversalité. C'est-à-dire qu'il est important que ce soit pas une fois en one shot où on fait un coup entre guillemets, et puis ensuite c'est bon, on a coché sur la to-do et on peut passer au sujet suivant. Donc deux approches. L'approche plutôt d'intégration. Donc dans la question je parle ici de communication. On a un exemple effectivement de Bordeaux qui fait une collab avec un influenceur qui est une personne qui est effectivement en fauteuil roulant qui fait cette collab et qui va venir plutôt faire un focus sur ce sujet, c'est-à-dire de Bordeaux en fauteuil globalement. Donc là on est dans cette approche d'intégration du sujet dans un tout. Et ensuite, il y a effectivement cette notion plutôt d'inclusion, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, le sujet est là, mais ça n'est pas le sujet. Et là, par exemple, on a un post de Visit Norway, c'était autour, je crois que c'était la journée mondiale du bisou, si je dis pas de bêtises, ils ont rebondé là-dessus, et voilà, ils ont montré une certaine diversité de l'amour, et en fait, c'est pas tant le sujet, en tout cas le wording n'est pas tourné autour de ça, mais c'est là, c'est présent, c'est normal, c'est ça aussi, cette dimension inclusive. Et on va quand même devoir avancer un petit peu. Et il y a un témoignage important de Loïc, community manager de l'Office de tourisme de Bordeaux, qui va arriver un petit peu plus tard sur ce sujet-là, parce que lui, effectivement, a pris la parole dans cet esprit-là, et ça s'est pas très bien passé, ou pas que bien passé. Comment on objective, comment on analyse ces engagements alors ? Alors ça, c'est souvent le point noir Oui. sur les KPI, le tracking, etc. Je pense que déjà, le cran d'avance, c'est de bien voir comment on change de culture et comment on change de paradigme.
Moi, ça, c'est une matrice que j'aime beaucoup, le Golden Circle de Simon Sinek, sur vraiment de repositionner les choses sur le sens, sur le pourquoi. Pourquoi on fait ça, pourquoi, dans quel but, quel est notre ADN, etc. Sur comment, et sur what et how. Et de bien repositionner du coup le sens et de se fixer ces objectifs-là. Déjà, pour moi, c'est admettre que dans nos structures, la fréquentation n'est plus le seul indicateur de performance. Alors, on le dit tous, sauf que quand on regarde les bilans de saison qu'on fait, et nous les premiers, eh ben c'est encore le nombre de nuitées, l'augmentation, les courbes, et de vouloir se dire, bah oui, on était à plus. Est-ce qu'on est revenu à 2019 ? Est-ce que voilà, on est. Donc mais pour ça. C'est difficile de faire ce changement-là, donc il faut bien prendre ce recul et se dire pourquoi on fait tout ça. Donc c'est déjà prendre du recul, se fixer les objectifs, et notamment autour de cette matrice-là. J'avais une autre, je crois, petite... voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on a utilisé en interne, sur un séminaire en interne, parce qu'on voyait bien que tout le monde adhérait globalement, le tourisme durable. On a fait notre pourquoi, c'est agir pour un tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine, etc. Oui, mais concrètement, moi, dans mon métier, voilà. Et on s'est dit, développer la fréquentation, c'est adapter la fréquentation aux besoins des territoires. Tout le monde n'a pas besoin en même temps. Donc, on a fait une matrice par territoire et par saison. On est aussi sur le champ environnemental, bien sûr, là. Comment on fait des actions de promotion, maintenant, on va travailler sur l'offre. Parce que qui dit travailler sur l'offre dit qu'on va faire émerger par plein de dispositifs comme Partir ici par exemple sur des pépites qui n'existent pas, et si on continue à vendre que ce qu'on vend, on n'est pas dans ces objectifs, etc. Générer un maximum. Alors ça, c'est plutôt un objectif interne sur comment on génère des recettes, voilà. Et là, on génère des partenariats avec des recettes que si ça sert la stratégie, pas pour voilà, c'était ça. Pas tenir compte de la concurrence entre les destinations, mais être dans bien de complémentarité. Donc c'est déjà d'expliquer pourquoi et comment on change de paradigme déjà, et dès que j'ai expliqué, je pense en interne aux équipes. Et après, pour essayer de répondre plus concrètement à la question, on a entendu récemment au congrès ADN l'exemple de la Catalogne, qui a dit la fréquentation n'est plus le seul indicateur, et on a structuré nos indicateurs autour de 4 objectifs: diversifier, désaisonnaliser, déconcentrer et dépenses. Et donc, du coup, déjà, ça élargit le spectre. Alors, j'ai demandé à la directrice du tourisme en Catalogne, j'aurais aimé d'avoir des exemples d'indicateurs, elle ne m'a pas encore répondu, mais c'est de changer d'indicateur, de changer de paradigme d'abord, et d'adapter les indicateurs à nos nouveaux objectifs. Donc nous, on est en train d'intégrer des indicateurs du tourisme durable dans nos indicateurs, mais c'est difficile d'avoir de la donnée. On compte beaucoup sur les travaux nationaux. Et on a développé sur une partie le Progress Score, qui est un indicateur qui est développé par 2 excellentes agences que je ne citerai pas, mais qui se reconnaîtront, et qui permet d'analyser sur tout l'écosystème web, autour de 100 critères combinés, donc c'est à la fois les réseaux sociaux et les sites web, sur des critères d'éthique, de performance, d'engagement et de green IT, donc c'est à la fois le fond et la forme. Et là, ça nous permet d'objectiver, ça nous donne un temps zéro de où on en est, et d'avoir des indicateurs tangibles sur le tourisme durable, que ce soit, là encore, plutôt sur le green IT, sur le numérique responsable, enfin le numérique responsable, c'est l'ensemble, et aussi sur les contenus. Donc ça, c'est un exemple d'outils qui peuvent nous aider à définir des nouveaux indicateurs en phase avec notre why. Donc pareil, côté ART, donc on a mis en place le Progress Score avec Kern, donc on vient étudier notamment les posts Facebook, l'engagement des posts Facebook. Donc là, c'est un post qui ne parle pas d'un sujet social, mais je vous explique pourquoi j'en parle. Donc en fait, c'est un post qui donne une bonne pratique par rapport aux chiens dans les parcs, etc. Et en fait, ce post, il a eu plein de réactions négatives. Donc la personne, donc le community manager, a dit je ne referai plus de posts comme ça parce que ça génère que des réactions négatives. Donc en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper important qu'on accompagne les équipes là-dedans, qu'on change en fait les indicateurs et qu'on continue en fait de prendre la parole sur ce sujet-là. C'est pas parce que ça plaît pas à tout le monde qu'il faut pas en parler en fait. Du moment qu'on est légitime sur le sujet, il faut à tout prix en parler, et il faut revoir aussi ces indicateurs. Il faut aussi voir le verre à moitié plein, parce qu'en fait, il n'y avait pas que des commentaires négatifs. Il y a aussi des commentaires d'abonnés qui viennent répondre aux commentaires négatifs. Donc aussi, on peut s'appuyer sur la communauté pour modérer. Et donc, il faut vraiment accompagner ces équipes là-dedans pour revoir aussi les objectifs.
Donc dans le cadre de la démarche du Progress Score, voici les nouveaux objectifs auxquels on s'intéresse. Donc on est vraiment sur de la qualité. Donc on va s'intéresser par exemple aux interactions significatives, où les commentaires ont plus de poids qu'un simple like, ou la vue de vidéo de plus de 15 secondes a plus de poids qu'un simple like. Voilà, donc tous ces indicateurs, ça va aider à accompagner en fait le changement dans nos équipes. Merci Camille. On va passer directement au témoignage de, tant pis on va zapper ça, et on va aller directement sur le témoignage de Loïc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis malheureusement dans l'impossibilité d'être avec vous en physique, alors je me place derrière la caméra pour partager avec vous notre retour d'expérience sur la publication Saint-Valentin que sûrement Sébastien vous a déjà un peu présenté. Une publication Saint-Valentin qui valorisait l'amour, premièrement, mais l'amour aussi pour toutes les orientations sexuelles. Et c'était important pour moi, tout comme pour l'Office du tourisme de Bordeaux, de partager un peu notre retour d'expérience. Alors, le premier point, c'était quel était l'objectif en fait, de cette publication. Bon, l'un des premiers objectifs était bien sûr de positionner Bordeaux comme une destination romantique, idéale pour un séjour en amoureux ou en amoureuse, mais vraiment le but pour nous, c'était de valoriser la diversité, la tolérance, la bienveillance d'une destination qui est en fait à l'aise sur le sujet, surtout que notre ville, elle a une vie associative importante. Je pense notamment à l'association Le Gyrophare. On a également de nombreux lieux gay-friendly, des bars, des discothèques. C'était important pour nous aussi de parler Saint-Valentin et d'évoquer ces sujets-là. Sachant que, soyons tout à fait réalistes, dans nos abonnés, il y a aussi des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer. Bref, on voulait que tout le monde soit représenté pour une fois sur ce poste de Saint-Valentin qui souvent, ne nous mentons pas, est hétéro-normé. Alors, c'était et c'est toujours une prise de position qui est assumée pour nous et qui a été quand même bien reçue par notre communauté. On a eu en moyenne 920 likes sur Facebook, 1250 likes sur Instagram. Mais n'oublions pas que le débat sur le mariage pour tous est encore un peu frais, même si ça fait déjà 10 ans. Et donc on a dû faire face, j'ai dû faire face à quelques commentaires que je qualifierais d'acerbes. Des commentaires qui étaient purement homophobes, mais également des commentaires d'internautes qui dénonçaient une idéologie et un lobby gay, un lobby LGBTQNA+. On avait également des internautes qui ne se reconnaissaient pas du tout dans ce genre de publication, qui refusaient d'être associés à une communauté, ou des internautes qui faisaient de l'humour en disant « Ah, mais vous n'avez pas représenté les personnes de couleur, les asiatiques, les non-binaires, les roux ». Bref, vous voyez un peu le genre d'ironie un peu noir et vraiment pas agréable. On a également des internautes qui ne comprenaient pas le but de la publication, qui trouvaient ça ridicule de représenter des couples d'orientation sexuelle différentes. Alors, en tant que community manager ou social media manager, on fait quoi dans ces situations-là ? Bien, la première chose, je pense qu'il faut faire, c'est assumer sa prise de position en tant que destination, en rappelant les valeurs qui sont chères à notre ville, à notre structure. Il faut aussi toujours se dire que les réseaux sociaux, c'est un espace d'expression, donc on laisse les gens s'exprimer. Lorsque c'est constructif, on tente de dialoguer, de désamorcer la situation. Cependant, moi je tiens bien à appuyer là-dessus, quand on a des commentaires qui sont haineux, il faut rappeler à l'internaute qu'il est un citoyen avant tout et qu'un citoyen, son comportement, il est encadré par la loi et qu'il doit respecter les libertés de chacun. Les insultes homophobes, elles sont pénalisées depuis 2004. En tant qu'humain, parce que je suis collaborateur, mais je suis aussi avant tout un être humain avec des émotions, on fait quoi ? Parce qu'il se peut que votre collaborateur ou votre collaboratrice soit lesbienne, gay, bisexuelle, trans, queer. Comment on gère ça ? Bien, pour moi, il y a deux solutions. Quand on est personnellement concerné, il faut en parler à ses collègues ou à son supérieur pour évacuer les émotions générées par cette modération. Parce que ne nous mentons pas, c'est d'une violence psychologique qui est quand même importante, surtout quand on est gay ou lesbienne, etc. Ça nous atteint personnellement en tant qu'être humain. Et être exposé à la haine, eh bien, il ne faut pas le garder pour soi, il faut en parler. Et si c'est trop dur, il ne faut pas hésiter à demander exceptionnellement à un collègue de modérer ce post, en particulier
à notre place pour ne pas basculer dans une modération de l'émotion. J'espère que cette petite intervention vidéo vous aura intéressé. Et puis, n'hésitez pas en tout cas à me contacter sur LinkedIn si vous avez des questions un peu plus précises. Je vous souhaite une très bonne journée et des très bonnes rencontres du e-tourisme. À tous. Allez, je vais rien rajouter. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Qui a envie de réagir? Allez, c'est à vous. Oui. T'as le micro qui arrive. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez tout simplement de désactiver les commentaires dans un post comme ça, en fait? Parce qu'on peut tout à fait présenter notre message qui sera apprécié par ceux qui apprécient et puis ne pas forcément donner la parole à ceux qui n'apprécient pas. Désactiver les commentaires, j'ai peur honnêtement que ce soit contre-productif, mais j'avoue que c'est très emmerdant à gérer ce genre de situation. Je crois qu'il y a des moments où il faut masquer, il faut y aller directement. Quand ça tombe sous le cadre de la loi, faut pas tergiverser. Voilà. Oui, mais ça veut dire qu'on fait une publication où par défaut, on s'exprime uniquement. Il y a juste un émetteur et la communication, il n'y a pas de réaction de la communauté. Et ça, c'est un peu l'opposé des réseaux sociaux. Peut-être. Ouais, est-ce que c'est pas ça aussi, prendre position parfois quand on aborde des sujets qu'on peut penser qui sont un petit peu touchy, de ne pas donner un espace de parole et de juste donner son message et d'assumer pleinement le sens de sa communication? Je pense que c'est important en fait de traiter ce genre de poste comme tous les autres postes, c'est un peu ce que je disais, donc que ce soit pas quelque chose en parallèle, vraiment que ce soit intégré à toute la démarche. Donc moi ce que je préconiserais, ça serait de comme d'habitude laisser les commentaires et s'il y a des commentaires comme le disait Sébastien qui dépassent la loi, etc., là on masque tout simplement. Mais pour un traitement d'égalité entre tous les postes, je laisserai. D'autres questions? Intervention? Ça tombe bien, parce qu'on est un petit peu en retard. Vous pourriez même presque rester dans la salle vu qu'on va conclure, on va faire une petite conclusion dans 10 minutes, mais si vous voulez prendre l'air, on se retrouve ici, donc normalement à 15h45, pour une demi-heure de synthèse de ces 2-3 journées que nous avons passées ensemble. Merci Sébastien, merci Aurélie, merci Camille. Merci à tout le monde.